Salut tout le monde, ce soir nous allons plonger dans une époque où survivre n'était pas une question de muscles, mais d'adaptation silencieuse, de gestes précis, de regards baissés et de stratégies si subtiles qu'elles échappaient souvent aux écrits des moines. Vous êtes une femme au Moyen Âge et tout ce que vous faites, tout ce que vous ne faites pas, peut vous coûter cher. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et si vous êtes d'humeur bavarde, indiquez en commentaire d'où vous m'écoutez et l'heure qu'il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous ouvrez les yeux avant même le chant du coq. L'air est encore froid dans la pièce unique que vous partagez avec 5 autres corps, tous roulés en boule, sous des couvertures d'eau rêche. Le sol est en terre battue. L'odeur est un mélange subtil de fumée de la veille, de laine humide et de vie collective. Vous ne toussez plus. Votre corps s'y est fait. Vous n'avez pas de miroir, mais vous savez ce que vous devez refléter. Docilité, propreté, décence. À travers chaque geste du quotidien, vous endossez un rôle si bien ancré qu'il en devient invisible. Vous n'êtes pas vous, vous êtes la fille d'eux, la promise d'eux, la mère d'eux. Une fonction, une silhouette parmi d'autres. Votre voix ne doit pas porter. Votre rire doit ressembler à un souffle. Vos pas doivent être discrets, mais rapides. Vous marchez toujours un peu en retrait des hommes, même si vous savez exactement où vous allez. Et quand vous parlez, vos phrases commencent souvent par « je ne veux pas contredire », mais même quand vous savez très bien que vous avez raison. Les femmes de votre village sont comme des couleurs fanées sur un tissu qu'on ne lave jamais vraiment. Toutes différentes, mais semblables dans l'usure. Certaines tentent l'élégance avec une broderie improvisée, d'autres préfèrent la discrétion du gris sur gris. Une voisine plus audacieuse porte parfois une ceinture rouge. Les rumeurs l'ont déjà précédée, elle rit trop fort, elle ne baisse pas les yeux assez vite, elle connaît les herbes. Les historiens se disputent encore sur l'importance réelle de ces signaux sociaux, les vêtements, les postures, les voix. Certains pensent que ces signes étaient codifiés, d'autres y voient surtout des conventions fluctuantes. Vous savez une chose, mieux vaut être un peu en dessous du seuil d'intérêt. Pas trop terne, pas trop voyante. Un art de la nuance qui s'apprend dès le plus jeune âge. Ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, tout a un poids. Un regard mal placé, un geste mal interprété. Vous aidez un voisin trop lent à couper du bois. Voilà que l'on chuchote sur votre robustesse inconvenante. Vous restez assise plus de 5 minutes à l'église, on vous juge oisive. Vous toussez un peu trop fort, on vous accuse de paresse ou de possession. Un jour, vous vous êtes aventuré à poser une question à haute voix pendant une veillée. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas participer au conseil du village ? Un silence de plomb avait suivi, puis un rire, puis un conseil implicite. On ne pose pas ce genre de questions. Vous aviez eu de la chance que ce ne soit qu'un rire. Alors vous apprenez à poser les bonnes questions, au bon moment, au bon ton. Vous devenez virtuose de l'intonation neutre, de la main posée sur le cœur quand vous saluez, du hochement de tête juste assez lent pour paraître respectueuse. Un jour, vous croisez une dame noble venue visiter la chapelle du village. Elle vous salue d'un geste qui semble insignifiant, mais qui exige réponse selon un code compliqué de hiérarchie silencieuse. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous respirez après coup, sans qu'elle s'en aperçoive. Et si vous êtes servante ou apprentie, ou même nonne, les règles ne s'effacent pas. Elles changent seulement de costume. Vous apprenez à baisser les yeux devant les moines, même s'ils bavent sur leurs psaumes. Vous apprenez à ne pas refermer la porte trop vite, même quand il gèle. À l'intérieur d'un monastère ou d'un manoir, la politesse est une armure. L'ironie, une prière silencieuse que vous chuchotez à vous-même. Une anecdote tourne souvent dans les cuisines du village. Une jeune fille aurait évité un mariage non désiré en feignant une vocation religieuse. Elle se serait mise à parler en latin, du moins quelques phrases qu'elle avait entendues au hasard, assez pour convaincre sa famille. On l'a envoyée dans un petit couvent où elle mène une vie dure mais libre d'un certain fardeau. Personne ne sait si l'histoire est vraie, mais vous l'avez rangée dans un coin de votre tête, au cas où. Parfois, quand vous êtes seul, vous vous autorisez un soupir, pas un vrai, sonore, un soupir interne,
une expiration longue qui n'agite même pas les rideaux. Vous vous imaginez marcher sur un sentier sans avoir à penser à l'angle de votre menton ou au pli de votre jupe. Juste marcher. Et vous vous dites que demain, vous recommencerez, parce que la survie, ce n'est pas seulement manger ou dormir à l'abri. C'est aussi ne pas déranger l'ordre fragile que d'autres ont décrété pour vous. Un ordre dans lequel les femmes doivent être là, mais pas trop. Vous ne portez pas d'armure, pas d'épée. Mais chaque jour, votre tenue est une cuirasse, votre sourire une ruse, votre silence une stratégie. Et personne ne vous applaudit pour cela. C'est normal. C'est la base, c'est ce qu'on attend de vous. Mais vous savez, l'odeur du pain du matin ne suffit pas à adoucir votre anxiété. Vous avez 13 ans, peut-être 14, mais le chiffre exact n'a jamais vraiment compté. Ce qui compte, c'est que vous êtes en âge, comme ils disent. En âge de porter des enfants, en âge de se marier, en âge de quitter la maison. Bien que techniquement, ce soit pour une autre maison qui n'est pas la vôtre et qui ne le sera jamais vraiment. Votre mère vous donne un châle en lin rêche et vous regarde comme si c'était un adieu discret. Votre père ne vous regarde pas du tout. Il parle affaires avec un homme 2 fois votre âge, qui a 3 dents et une vache. Le marché est équitable, paraît-il. Vous êtes la dot. Et aussi l'échange. Les historiens se chamaillent toujours pour savoir si les mariages précoces étaient si courants que ça. Certains manuscrits évoquent des épousailles à 12 ou 13 ans. D'autres affirment que les mariages effectifs, ceux où l'on partage vraiment un lit, survenaient souvent plus tard. Mais vous sentez très bien que les nuances ne changent pas grand-chose, vous n'avez rien choisi et vous avez très peu de marge pour refuser. Votre futur mari s'appelle Raoul, il a les cheveux gras, les mains rêches et une haleine à décoller les pierres des murs. Il vous parle comme on parle à un veau et vous sourit comme on montrerait des outils usés. Vous répondez avec une inclinaison de tête parfaite. Ce n'est pas que vous l'aimez, c'est que vous savez compter les jours qu'il vous reste à la maison. Le mariage, c'est la sortie officielle de l'enfance. Pas de fête, pas de gâteau, juste une nappe usée, des voisins un peu trop saoux, et des conseils embarrassants de la tante Berthe qui croit être drôle. Si tu veux qu'il t'écoute, laisse-lui la plus grosse part de potée, murmure-t-elle en clignant d'un œil. Et voilà, vous êtes mariés. Vous portez maintenant une coiffe qui signale votre nouveau statut. C'est comme une pancarte sur votre tête, déjà prise. Reproductrice officielle. Les jeunes garçons vous regardent autrement. Les femmes plus âgées vous évaluent du regard. Et les autres hommes, eh bien, ils vous ignorent ou vous examinent en silence. Vous apprenez très vite à préférer l'indifférence. La nuit de noces est floue. Pas à cause du vin, vous en avez à peine eu, mais parce que votre cerveau, dans un sursaut de protection, a décidé de faire la sourde oreille aux événements. Raoul ronfle avant que vous ayez fini de comprendre ce qui vient de se passer. Votre corps est lourd comme battu par la pluie et vous fixez le plafond en bois en pensant à la vache qui a fait partie de l'accord. Les jours suivants s'enchaînent sans transition. Vous apprenez à préparer ses repas selon ses goûts. Pas trop d'ail, mais du lard, beaucoup de lard. Vous lavez ses vêtements, même s'il continue de les salir comme s'il dormait dans une porcherie. Vous entretenez le jardin, donnez à manger aux poules, et bien sûr, vous restez disponible la nuit. Toujours disponible. Une fois, vous avez essayé de dire non. Rien d'agressif, juste un « je suis fatigué » à mi-voix. Il n'a rien dit non plus. Mais le lendemain, le silence de son petit déjeuner vous a glacé plus que ses mains rugueuses. Vous avez compris la leçon. L'harmonie, ici, se mesure en capitulation. Et pourtant, dans cette vie réglée comme un tambour mal tendu, vous trouvez des moments à vous. Des pauses subtiles, des respirations volées. Vous aimez aller chercher l'eau à la rivière car c'est là que vous pouvez bavarder avec d'autres femmes. On y échange plus que des ragots, des astuces pour éviter les coups, des recettes pour que les règles fassent moins mal, des conseils pour tomber enceinte quand on veut ou pour l'éviter. Une voisine vous glisse une amulette cousue dans une doublure. « Pour que ton ventre reste vide », murmure-t-elle, « vous ne demandez pas plus d'explications. Les talismans ne posent pas de questions. Il y a aussi des rituels plus intimes. Le soir, quand tout dort, vous glissez une pierre lisse sous votre oreiller. Ce n'est pas magique, mais ça donne un certain poids à votre sommeil.
Parfois, vous chantez en silence une comptine que votre mère vous chantait, en imaginant que vous êtes loin, très loin, dans une maison pleine de fenêtres, sans verrou. Un jour, une anecdote court dans le village. Une jeune mariée aurait fui son époux brutal pour se cacher dans un couvent. Elle aurait gratté sa dot, volé un cheval et traversé 2 bourgs. L'histoire est sûrement embellie, mais ce matin-là, vous souriez un peu plus en pressant le linge. Même si c'est faux, ça vous chauffe un peu le cœur. Bien sûr, tout cela n'est pas éternel. Votre statut change si vous devenez mère, ou si vous devenez veuve, ou si vous tombez malade. Chaque état féminin ouvre une nouvelle case dans le grand échiquier de la survie. Mais le mariage reste la première, celle qui vous apprend à disparaître un peu pour continuer à vivre. Vous vous souvenez du conseil de tante Berthe ? Il était absurde, mais pas idiot. Dans un monde où l'amour est un luxe et l'autonomie un mirage, céder une part de potée, c'est parfois tout ce qu'il vous reste pour négocier la paix. Et vous êtes une bonne négociatrice, même si personne ne le dit à voix haute. La lumière du matin passe entre les planches mal jointes du mur. Vous êtes déjà debout, parce qu'évidemment, personne ne vous réveille. À vrai dire, vous ne vous souvenez plus de votre dernier réveil au sens propre. C'est votre dos qui se réveille pour vous, ou parfois l'odeur du feu mal éteint, ou encore un coq qui ne connaît décidément pas le concept de sommeil profond. Vous tirez votre robe de travail, la moins trouée, par-dessus votre chemise. Pas de miroir, toujours pas, mais vous sentez que vous ressemblez à... une femme médiévale ordinaire, ce qui en soi est déjà une réussite. Vous passez vos doigts dans vos cheveux pour les dompter, puis vous saisissez votre tablier et vos outils de cuisine, sans même réfléchir. C'est devenu un automatisme. Un ballet en 3 actes, préparer, nettoyer, recommencer. Aujourd'hui, comme tous les jours, vous devez nourrir votre monde, et ce monde, il n'attend pas. La bouillie d'orge n'est pas encore cuite que déjà on vous demande du pain, du lait, des œufs, de l'attention, du silence. Vous servez tout cela dans le désordre, en gardant en tête que vous êtes aussi attendu dans le potager d'ici une demi-heure. C'est drôle, à bien y penser, le mot repos est souvent utilisé à la messe, dans les chants funèbres, le repos éternel. Vous supposez qu'il faut attendre la mort pour ça, mais en attendant, vos journées ressemblent à une boucle bien huilée de gestes mécaniques. Vous sarclez les mauvaises herbes, vous grattez la terre sèche, vous récoltez les herbes utiles, orties, menthe, camomille. Vous n'avez pas besoin de manuel. Vos mains savent. Elles savent exactement à quel moment retourner la pâte pour éviter les bulles d'air, comment placer les pots à côté du feu pour faire fermenter le lait, et quand hurler intérieurement sans que personne ne le remarque. Et puis, il y a la lessive. Ah, la grande opération stratégique de la semaine. Le battement des draps dans la rivière ressemble à une forme de protestation sourde. Vous tapez plus fort que nécessaire, juste pour sentir que vous existez. Entre 2 mouvements, vous écoutez les autres femmes discuter, toujours les mêmes sujets, qui a encore perdu une dent, qui est enceinte, qui a vu un loup rôder près de l'étable. C'est là que vous entendez parler de Perrine. Perrine, qui aurait inventé une danse spéciale pour faire lever la patte plus vite. Une sorte de petite gigue à base de tapements de pied que, paraît-il, elle effectue chaque vendredi. Bien sûr, tout le monde rit. Mais vous la notez mentalement. Un peu de comédie dans la cuisine, ça ne fait de mal à personne. Les historiens modernes tentent de retracer les tâches domestiques avec précision. Mais la vérité, c'est que presque tout ce que vous faites ne s'écrit pas. Ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas une production, ce n'est même pas un métier, c'est juste vous qui faites tourner le monde pendant que d'autres s'en attribuent la gloire. D'ailleurs, vous vous demandez si les moines prennent la peine de mentionner qui leur cuit le pain. En attendant, vous faites tout. Vous élevez des lapins, vous bricolez des filets à légumes, vous réparez des sandales, vous soignez les égratignures avec de la graisse d'oie. Et vous ne demandez rien, pas par vertu, mais parce que demander est un luxe que vous n'avez pas le temps de vous offrir. Au cours d'un hiver particulièrement rude, vous avez même improvisé un système pour chauffer un peu votre couchette. Un pot de terre rempli de braise, enterré dans le coin de la pièce, recouvert d'une tuile plate, une idée piquée, à une marchande ambulante qui passait parfois par votre village. Elle disait venir de Toscane. Personne ne savait si c'était vrai, mais on aimait bien l'écouter. Elle portait un chapeau à plumes et un accent qui rendait les insultes jolies. Mais tout cela, tout ce génie discret du quotidien, personne ne l'honore.
Vous êtes l'ombre qui veille, la main qui entretient, et si vous disparaissez, tout s'écroule, lentement, silencieusement, comme une pièce qui refroidit quand on éteint le feu. Mais tant que vous êtes là, personne ne le remarque. Et pourtant, vous êtes là. Fatigué, oui, mais debout. Toujours là. Ce soir, après le souper, vous retournez au four à pain communal. Il fait déjà sombre, mais vous avez oublié un morceau de pâte. Vous trouvez Perrine qui fredonne un air étrange en tournant autour de son pain. Vous lui lancez un regard complice. Elle lève un sourcil, puis vous entraîne pour un petit pas à gauche, un à droite, un petit claquement de langue. Et vous riez. Enfin, juste une fois, pas trop fort, mais suffisamment pour que vous vous souveniez que vous êtes encore capable de ça. L'encens pique un peu les yeux. Vous êtes agenouillé sur une dalle de pierre froide, entourée de murs gris et de saints peints à la détrempe. Le prêtre marmonne quelque chose en latin, mais vous ne l'écoutez plus vraiment. Vous savez que l'important n'est pas ce qu'il dit, mais comment vous réagissez. Inclinez la tête au bon moment. Croisez les mains assez serrées pour qu'on voie votre ferveur, mais pas trop, sinon cela sent l'exagération. Dans cette nef tiède, la piété n'est pas toujours une affaire de foi. C'est une couverture, un déguisement, un théâtre muet que vous jouez pour éviter les questions. Car dans ce monde médiéval, être une femme trop discrète vous rend suspecte, être trop bavarde aussi. Trop jolie, dangereux, trop quelconque, invisible. Alors parfois, vous choisissez d'être pieuse, pas trop, juste assez. Vous récitez les Ave Maria comme des mantras protecteurs, non pas contre le péché, mais contre les regards insistants, les murmures, les accusations sourdes. Vous n'êtes pas une sainte. Mais mieux vaut qu'on le croie. Les historiens se disputent encore sur la place réelle de la foi dans le quotidien des femmes. Était-ce un lien sincère à Dieu ou un moyen habile de naviguer dans les attentes sociales? Sans doute un peu des deux. Mais pour vous, agenouiller sur cette pierre rugueuse, c'est surtout une stratégie, une armure de coton. Vous vous souvenez d'un moment où vous avez dû feindre une extase religieuse. Ce n'était pas prémédité, juste une panique. On vous avait surprise en train de dessiner un petit symbole païen sur un tissu, un simple motif de protection transmis par votre grand-mère. Mais quelqu'un a vu. Et dans l'instant, vous avez fermé les yeux et dit à voix basse « Sainte Marie m'est apparue en rêve cette nuit. Elle m'a guidé vers cette forme. » Silence. Un long silence. Puis un murmure de confirmation de la vieille Angèle. « C'est vrai. C'est un signe marial, j'en suis sûr. » Vous avez hoché la tête, lentement, en priant intérieurement, pour que personne n'ait envie de vérifier. On vous a cru. Depuis, on vous regarde comme celle qui sent les choses. Et c'est bien plus utile que d'être accusé de sorcellerie. Parfois, vous croisez des nonnes dans les rues. Elles marchent en silence, leur regard fuyant. Certaines semblent paisibles, d'autres éteintes. Il y a un couvent non loin, un peu délabré, où l'on envoie les filles en surplus des grandes familles, ou celles dont les langues sont trop acérées. L'une d'elles, sœur Isabeau, est connue pour parler aux chats comme à des confesseurs. Vous ne savez pas si c'est la sainteté ou la solitude qui la rend ainsi. Peut-être les deux. Une anecdote circule sur elle. Un jour, dit-on, elle aurait prié si fort pendant une tempête que le toit du cloître s'est effondré. Sur tout, sauf sa cellule. Coïncidence ou miracle? La moitié du village penche pour le miracle, l'autre moitié pense qu'elle a juste bien choisi sa chambre. Ce qui est sûr, c'est que se réfugier derrière la religion, même un peu, permet parfois d'échapper à pire. Vous l'avez compris très vite. Lorsqu'un homme vous interpelle dans la rue, il suffit parfois de prononcer les mots « pèlerinage »,« vœu de silence » ou « messe pour l'âme de mon mari » pour qu'il recule. Pas par respect, non, par malaise. La piété est intimidante, surtout quand elle est silencieuse. Vous tenez d'ailleurs toujours quelques phrases de latin prêtes à l'emploi. Rien de grandiose, juste de quoi semer le doute. Ora pro nobis, miserere mei, ou le très utile libera nos a malo. Même si vous ne savez pas exactement ce que cela veut dire, le ton fait tout. Le ton et les yeux baissés. Il y a des jours, toutefois, où la foi vous gagne un peu. Lorsque la fatigue est trop grande, que votre corps vous trahit, que votre cœur est vide, vous priez, pas parce qu'on vous regarde, mais parce que c'est une forme de respiration. Vous demandez un répit, une lumière, ou juste un signe quelconque.
Et parfois, en vous relevant, vous vous sentez un peu plus légère. Était-ce Dieu? Était-ce la posture? Vous ne cherchez pas à trancher, la paix ne se discute pas. Un jour de marché, vous voyez une femme se faire bousculer par un marchand. Elle ne réagit pas, baisse les yeux, se signe. Le marchand recule. Vous n'êtes pas la seule à connaître ce langage-là. Il est partout, entre les femmes, transmis, sans mots, comme une rumeur douce. Protège-toi. Sois la statue qu'on ne remarque pas. Vous vous souvenez de cette fois, à 13 ans, où vous aviez ri à la messe. Pas un rire moqueur, juste un sursaut nerveux. Une autre fille avait éternué d'une manière si étrange qu'il vous avait été impossible de retenir un gloussement. Le regard du prêtre avait été terrible. Il avait parlé de respect, d'ordre divin. Vous aviez pleuré ce soir-là, non de remords, mais de peur. Depuis, vous ne riez plus à l'église. La religion, c'est comme la neige sur un toit fragile. Elle peut protéger du froid, ou provoquer un effondrement si elle s'accumule trop. Mais pour l'instant, elle vous protège, ou du moins, elle vous dissimule. Et dans ce monde-là, c'est déjà énorme. La pluie fine tambourine sur les tuiles comme une troupe de petits doigts nerveux. Vous êtes sous l'auvent de la grange, à frotter une bassine avec un chiffon douteux. Rien d'exceptionnel, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour écouter, ou mieux, pour parler. Mais parler sans parler. Une autre forme de stratégie féminine médiévale, aussi aiguisée qu'un couteau à fromage sec, le potin. Vous n'avez pas d'épée, ni de droit de porter des armes, mais vous maniez les rumeurs avec une précision chirurgicale. Pas pour blesser, pas trop. Plutôt pour protéger, détourner l'attention, tester l'eau avant de plonger. Une phrase apparemment anodine, glissée entre deux bribes de conversation sur la météo ou les fèves, peut faire des miracles. Il paraît que Dame Isméry garde une grenouille dans sa botte pour ne pas boiter. Vraiment? C'est ce que j'ai entendu. Mais chut, évidemment, tu ne l'as pas appris de moi. Et hop, une petite étincelle dans la fourmilière du village. Ce n'est pas tout à fait faux. On l'a vu marcher bizarrement, non? Et ce n'est pas tout à fait dangereux. Mais cela distrait. Et pendant que les gens s'interrogent sur les amphibiens orthopédiques, vous êtes libre de respirer un peu. Les historiens ont longtemps minimisé l'importance de la parole féminine au Moyen-Âge. Pourtant, dans les coulisses de chaque ville, chaque hameau, chaque abbaye, les mots circulent comme des aiguilles invisibles qui recousent ou déchirent selon les besoins. Vous en êtes l'une des couturières. Vous maniez le fil des insinuations avec un petit sourire. Un jour, une femme du nom d'Alix vous chuchote qu'elle a entendu que le fils du forgeron avait l'œil sur une certaine servante du château. Vous le savez déjà. Vous l'avez vu, vous aussi, jeter des regards mi-tendres, mi-baveux à Jeannette, la servante aux taches de rousseur. Mais vous feignez la surprise, et vous relancez, peut-être qu'il espère avoir des clous gratuits en échange de faveurs. « Oh !» s'exclame Alix, choqué mais ravi. L'art de la parole, c'est ça. Parler sans dire, dire sans affirmer, affirmer sans signer. Et surtout, toujours laisser une porte ouverte à la négation. C'est sûrement des racontards, dites-vous souvent en conclusion, mais ce n'est pas ce qu'on retient. Vous vous souvenez de Margot, une vieille herboriste du village d'à côté. Elle savait tout sur tout le monde, pas parce qu'elle écoutait aux portes, mais parce qu'elle connaissait l'odeur des draps, la couleur des cernes, la façon dont quelqu'un remue sa soupe. Elle avait une anecdote à propos de tout. Un jour, elle a fait croire qu'une fillette du village était l'enfant illégitime d'un noble, simplement en remarquant qu'elle savait lire à 6 ans. Le doute s'est installé comme de la moisissure sur un mur humide. Personne n'a jamais vérifié. On en parle encore. Bien sûr, les potins peuvent se retourner contre vous. C'est pour ça qu'il faut les doser comme du vinaigre. Trop, et ça pique. Pas assez, et ça manque de goût. Un jour, une femme a trop parlé. Elle s'appelait Brunette, nom ironique car ses cheveux étaient aussi clairs que ses propos étaient acérés. Elle s'est faite prendre à son propre jeu, accusée d'avoir colporté une rumeur sur le curé. Ce fut sa perte. Elle a dû quitter le village, la tête basse, sous les regards mi-attristés, mi-soulagés de celles qui restaient. Depuis ce jour, vous avez raffiné votre technique. Vous ne dites plus rien de frontal, juste des questions, des soupirs, des sourires en coin. Une vraie diplomatie de la parole. Tu trouves pas que le coq de chez les taverniers chante un peu trop tard ces temps-ci? Tu veux dire que... Oh non, je ne dis rien. Mais bon, chacun fait comme il peut.
Et voilà, mission accomplie. Les rumeurs, c'est aussi une manière de faire alliance, d'envoyer des signaux. Parfois, vous insinuez une chose sur quelqu'un juste pour voir si une autre la reprend. Si elle le fait, elle est avec vous. Sinon, prudence, le potin, c'est votre drapeau blanc, votre serment de loyauté, votre cri de ralliement en jupon. Une fois, vous avez utilisé un ragot pour sauver votre sœur. Elle avait cassé un pichet appartenant à la femme du bailli. Pas méchamment, mais assez pour que ça tourne mal. Alors vous avez lancé, d'un ton détaché, « Vous avez vu, le bailli tousse beaucoup ces derniers jours. J'espère que ce n'est pas la peste. En 2 jours, plus personne ne voulait entrer chez lui. » Le pichet fut oublié. Les historiens hésitent encore à reconnaître cette tactique comme de la résistance. Ils parlent de stratégie d'adaptation ou de langage féminin périphérique. Peu importe le nom, vous savez que vos mots sont vos flèches et qu'ils peuvent sauver des vies. Le soir venu, vous vous retrouvez avec les autres femmes autour du puits. Les rumeurs ont circulé toute la journée, demain elles auront changé de forme, de cible. Mais ce soir, dans ce bref moment de calme, vous vous regardez, vous souriez, et vous savez, vous avez survécu un jour de plus. Et peut-être, juste peut-être, vous avez un peu renversé l'ordre établi, avec rien d'autre qu'un clin d'œil bien placé. Il est encore tôt, mais déjà vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas une maladie grave, pas une plaie béante, juste une fatigue sourde qui s'accroche à vos jambes comme de la boue de printemps. Mais vous ne pouvez pas rester couché. Vous le savez, rester au lit, c'est inviter les questions. Et les questions, dans un village médiéval, ça ne mène jamais bien loin. Vous toussez une fois, discrètement, puis une deuxième, un peu plus forte pour que ce soit entendu. Une troisième, presque dramatique, juste de quoi signaler que vous êtes un peu malade, mais courageuse, que vous êtes sur pied malgré tout. L'équilibre est délicat. Il faut être vaillante, mais pas suspecte. Faible, mais pas incompétente. Et surtout, jamais trop différente des autres. Parce qu'ici, la maladie n'est pas qu'une affaire de santé. C'est un sujet de rumeurs, de peurs, d'accusations. Et la médecine, eh bien, c'est un mélange étrange de foi, d'huile rance et de théories bancales à base de bile noire et de phases de lune. Vous apprenez vite à jouer avec ça. Un jour, vous vous êtes réveillé avec une fièvre carabinée. Plutôt que d'en parler, vous avez traîné vos pieds jusqu'au banc de la cuisine, avez trempé un chiffon dans du vinaigre, l'avez posé sur votre front et murmuré d'un ton plaintif « C'est sûrement les vents du nord. Ils attaquent toujours quand la lune décroît. Ça a suffi. On vous a laissé tranquille. Pas de prêtre, pas de saignée, juste un bol de soupe tiède et une couverture. Les saignées, parlons-en. Vous en avez vu une fois. Un homme du village, atteint de ce que l'on pense être une mauvaise humeur bilieuse, comprenez, il râlait tout le temps. S'est fait entailler l'intérieur du bras par un barbier enthousiaste. Résultat, il a cessé de râler, mais aussi de bouger, de respirer et d'exister. Depuis, vous évitez le barbier, même pour une simple écharde. Les historiens débattent d'ailleurs encore sur l'efficacité réelle de ces traitements médiévaux. Certains estiment que les plantes médicinales, les cataplasmes et les infusions avaient un effet placebo utile, voire réel. D'autres pensent que 80% des soins faisaient là plus de mal que de bien. Vous savez qu'il vaut mieux feindre la guérison rapide. Prenez par exemple l'histoire de Denise, une jeune femme connue pour ses visions et ses accès de langueur. Un jour, alors qu'on la croyait mourante, elle s'est soudain dressée sur son lit en criant « La Vierge m'a touchée ». Depuis, on lui demande conseil pour tout, du choix des graines à semer à l'heure de la tonte des moutons. Elle n'a jamais remis les pieds dans un champ. Maligne, Denise. Mais tout le monde n'a pas cette veine. Une autre femme, un peu trop habile avec les herbes, s'est retrouvée en position délicate. Elle avait soigné un cheval blessé mieux que ne l'aurait fait le maréchal Ferrand. Erreur. Le maréchal l'a accusée de pactiser avec des forces obscures. Depuis, elle ne touche plus un animal, de peur que cela soit interprété comme une tentative de malédiction. Vous avez trouvé votre propre méthode. Lorsqu'on vous sent bizarre, vous baissez la tête, marmonnez quelques mots en patois et parlez d'ancêtres qui visitaient Ali parfois les songes. C'est assez flou pour intriguer, assez vague pour ne pas être dangereux. Ça calme les curieux. Et quand il faut vraiment feindre une maladie pour éviter quelque chose, corvée, convive, confrontation, vous avez tout un arsenal. Le thym pâli à l'argile,
Les gémissements très discrets, le regard dans le vide, genre j'ai vu quelque chose d'étrange, mais je n'en parlerai pas. Ce n'est pas de la triche, c'est de l'autodéfense. Parce que l'alternative, c'est souvent de subir des soins à base de bile de chèvre, de crâne de chauve-souris séché ou de lavement au vin tiède. Et entre nous, autant garder ces douleurs pour soi. Une fois, vous avez vraiment été malade. Une sorte de fièvre longue et persistante. Et là, plus moyen de faire semblant. Vous étiez cloué au lit en sueur, les bras faibles comme du linge mouillé. Votre belle-sœur a fait appel à un guérisseur. Il est arrivé avec une bourse pleine de trucs inquiétants. Il a dit « Il faut équilibrer ses humeurs ». Puis il a sorti une ventouse et un fer chauffé. À ce moment-là, vous avez prié de toutes vos forces, pas pour guérir, pour qu'il se ravise. Il a posé sa main sur votre front, a plissé les yeux et a dit « Elle résiste, c'est bon signe ». Et il est reparti. Depuis, vous évitez même de frissonner devant témoins. L'hiver dernier, une jeune fille du village a faim d'être possédée pour échapper aux travaux de fenaison. Elle s'est mise à parler à l'envers, à claquer des dents sans raison, à marcher en crabe. C'était grotesque et brillant. Le prêtre a été appelé, l'a aspergé d'eau bénite et lui a imposé 5 jours de jeûne et de prière. Pendant ce temps-là, elle a dormi plus que vous en une année. Au final, elle a été déclarée fragile d'âme. Et maintenant, elle file la laine toute la journée dans un coin tranquille de la maison. L'histoire inspire. Vous n'irez pas jusqu'à la possession, trop risqué, mais une petite crise de nerfs passagère, un trouble lunaire, oui, c'est dans vos cordes. À force, vous devenez experte en théâtre médical, pas par goût du mensonge, mais parce que parfois, il faut survivre aux soins autant qu'à la maladie. Et dans ce monde où les saignées sont plus fréquentes que les baignades, jouer les malades devient un art de vivre. Et tant que personne ne s'en aperçoit, tout va bien. L'hiver est là. Pas un hiver de cartes postales avec des flocons mignons et des tasses de thé. Un hiver de boue gelée, de doigts fissurés et de vent qui siffle à travers les murs comme une malédiction. Vous avez mis tous vos vêtements, même ceux qui grattent, et vous avez encore froid. Mais bon, on ne négocie pas avec la saison. On plie, on s'adapte, ou on gèle. Les saisons, vous les connaissez mieux que vous ne connaissez votre propre reflet. Ce sont elles qui dictent le rythme, les tâches, les humeurs du bétail et des hommes. L'été est rude, l'automne est chargé, le printemps est traître. Mais l'hiver, c'est le patron lunatique que vous espérez éviter dans les couloirs. Il peut être supportable un jour, puis vous giflez le lendemain. Vous grattez les dernières racines du cellier, quelques navets ratatinés, des oignons qui pleurent tout seuls, un morceau de lard qui n'a pas vu un cochon depuis 3 mois. Avec ça, vous devez cuisiner quelque chose qui réchauffe l'estomac, calme les esprits et ne vous attire pas de remarques désobligeantes du genre « c'est tout ?» Alors vous improvisez, vous jetez tout dans une marmite avec un peu d'eau, beaucoup d'espoir et une pincée de ce que vous appelez gentiment votre herbe du miracle, un mélange de sauge et de ce que vous espérez être du thym. Le tout mijote lentement, comme votre patience, et pourtant, malgré tout ça, vous tenez. Comment ? En trouvant de la chaleur où vous pouvez, dans une pierre chaude glissée sous votre couverture, dans le ronronnement d'un chat pas trop rancunier, dans un chant chuchoté à soi-même pendant qu'on pile des grains. Une anecdote vous revient. Une vieille du village disait autrefois « Quand l'hiver est trop long, pense comme un ours, dors, grogne et mange ce que tu peux ». Elle s'appelait Bertrande et fabriquait des bougies en raclant les rayons abandonnés des ruches. Une fois, elle a fait une chandelle entièrement avec de la graisse de marmotte. L'odeur était inoubliable, mais elle jurait que ça aidait à dormir. Les historiens se demandent toujours si les famines médiévales étaient aussi fréquentes qu'on le dit. Certaines sources exagèrent, d'autres minimisent. Mais vous savez, il n'y a pas toujours famine, mais il y a souvent moins. Moins de tout. Moins de choix, moins de goût, moins de force. Et quand moins devient la norme, la survie devient un art de réduction. Un jour, vous avez même utilisé de la cire à moitié brûlée pour graisser une poêle. Et devinez quoi ? Ça a marché. Enfin, disons que personne ne s'en est plaint, et ça, c'est déjà une victoire. Votre routine change selon la saison. En hiver, vous devenez plus discrète, plus petite, plus silencieuse. Vous économisez vos mots comme vos braises. L'été vous rend plus visible.
plus active, presque trop. Mais l'hiver est une permission d'effacement, un genre de hibernation sociale. C'est aussi le moment où les humeurs changent, pas seulement les vôtres, celles des autres aussi. Les hommes deviennent plus bougons, les enfants plus grincheux, les vieilles plus prophétiques. On parle de mauvais œil, de fièvre du froid, de spectre. Vous savez qu'il s'agit souvent d'un manque de soleil et d'un excès d'ennui. Mais vous faites mine de croire aux fantômes, ça occupe. L'autre soir, une voisine a affirmé qu'elle avait vu une ombre blanche glisser le long de la grange. Vous avez opiné lentement, très lentement, comme si vous saviez des choses, puis vous avez conseillé de placer du sel sous le seuil de sa porte. Ce n'est pas efficace, mais elle a dormi tranquille. Et vous aussi d'ailleurs. Quand le gel est trop fort, vous renoncez au linge et vous tricotez à la place. Ce n'est pas que vous sachiez bien le faire. Vous avez inventé un point qui n'existe pas, mais cela occupe les mains. Et occuper ses mains, c'est éviter que le cerveau tourne en boucle sur les petits chagrins. Il y a même eu un hiver où vous avez sculpté des petits personnages dans du bois récupéré. Un paysan, un chien, une grenouille avec un chapeau. Personne ne les a jamais vus. Vous les avez cachés dans une boîte à boutons. C'était votre secret. Une façon de dire « je suis encore là », sans bruit. Et puis, il y a les solutions collectives. Quand la neige est trop haute, quand le feu ne prend pas, quand les enfants pleurent sans raison, vous allez frapper chez les autres. Pas pour demander de l'aide, non. Juste pour s'informer. Et en retour, on vous tend un quignon de pain, un peu de potage, ou une histoire drôle un peu salace sur un moine et une dinde. Ça réchauffe aussi. Les débattubles savants tournent autour des infrastructures de stockage, des réserves seigneuriales, des greniers communautaires. Vous savez que les vraies réserves sont dans la débrouille, les recettes approximatives, les recoins de l'imagination. Vous avez même vu une femme fabriquer des chandelles à partir de moelle de ragoût refroidi. Elle disait que l'odeur aidait les enfants à dormir en rêvant de soupe. Franchement, c'était un peu sinistre, mais créatif. Alors vous continuez, vous grattez le fond des pots, vous conservez des miettes dans des sacs de toile, vous inventez des excuses pour ne pas partager le dernier œuf. Vous survivez. Et certains jours, vous arrivez même à vous sentir fier de cette habileté muette. Ce matin, vous avez raclé un reste de farine collé au fond d'un pot, ajouté de l'eau tiède, un peu de sel, une pensée heureuse. Et vous en avez fait un petit pain plat. Vous l'avez mangé en silence, à la lueur d'une chandelle en suif, pendant que tout le monde dormait. Et pour un instant, bref mais lumineux, vous avez eu l'impression de maîtriser quelque chose. Et ça, au cœur de l'hiver, c'est presque de la magie. Le plancher grince à peine sous vos pieds quand vous montez au grenier du manoir. Vous avez appris à marcher sur les poutres stables, à éviter la latte fendue près de l'angle, à ne pas parler à voix haute. Ici, dans cette maison qui n'est pas la vôtre, mais où vous passez pourtant vos journées, votre talent le plus utile n'est ni la couture, ni la cuisine, ni même la lecture d'un calendrier lunaire. C'est l'art subtil du code social. Servante ? Bien sûr. Mais servante fine. Vous savez qui saluait en premier, quand s'inclinait, à quel moment proposer une infusion à la menthe à Dame Isabeau. Jamais pendant sa lecture, toujours après sa prière du soir. Vous naviguez parmi les murs de pierre comme un poisson dans l'eau. Mais un poisson qui parle peu, observe beaucoup et sourit même quand il veut mordre. Trop souvent, les femmes comme vous sont cataloguées d'un mot, domestique. Les historiens tentent de déterminer si vous aviez une forme de liberté dans la dépendance ou une servitude masquée par le rituel. Vous auriez bien votre avis, mais vous êtes occupé à astiquer la vaisselle d'étain sans faire de bruit. Dans la cuisine, c'est une autre forme de théâtre. Vous surveillez les échanges entre la cuisinière et l'intendant, et parfois, quand vous êtes sûr que personne n'écoute, vous glissez un mot. Une suggestion, une remarque sur les goûts du Seigneur. Il aime moins l'ail ces derniers temps. Il dit que ça lui trouble la digestion. Et hop, vous avez marqué des points sans jamais donner l'impression de savoir quelque chose. C'est tout un art. Dame Isabeau, justement, vous a complimenté hier, rien d'extravagant. Bonne tenue de table. 3 mots, mais dans sa bouche, c'est un poème. Cela signifie qu'elle vous voit, qu'elle vous fait confiance, que peut-être, un jour, vous aurez droit à sa chambre pendant son pèlerinage annuel. Vous espérez. Ce serait bien, mieux que le dortoir des filles, qui sent le foin humide et les pieds. Et pourtant, cette confiance, vous la cultivez avec prudence,
car elle est faite de verre très mince. Vous vous souvenez de Colombe, une servante d'un autre manoir, qui avait osé dire qu'elle savait lire. Mauvaise idée, on l'a soupçonnée de vouloir fouiller les comptes, ou pire, de vouloir écrire des lettres. Elle a été renvoyée et probablement mariée de force à un tanneur de l'autre côté de la vallée. Depuis, vous gardez vos lettres pour vous et votre capacité à les lire encore plus. Une anecdote revient souvent chez les femmes de maison. Une servante, dans un château plus au sud, aurait organisé un cercle de broderie secret où les femmes se racontaient des histoires païennes tout en cousant des nappes pour la table du prieur. Une forme de résistance, peut-être, ou juste une soupape. En tout cas, cela vous inspire. Vous pensez parfois organiser votre propre rituel discret. Un moment, le soir, dans le coin le plus sombre de la buanderie, où vous pourriez réciter un poème à voix basse ou tracer un motif ancien sur le revers de vos manches, des choses qui ne dérangent personne, mais qui vous appartiennent à vous seul. Les journées se ressemblent, mais vous les dosez avec soin. Un peu de zèle ici, une dose de modestie là, et toujours ce sourire doux qui dit « Je suis là pour vous servir » tout en murmurant intérieurement « Mais j'ai mes secrets ». Un jour, on vous demande d'accompagner Dame Isabeau dans sa promenade. C'est un honneur ambigu. Marcher 3 pas derrière elle, porter un panier trop lourd, hocher la tête au moment approprié. Mais vous l'acceptez, parce que c'est là que vous glanez le plus d'informations. Les murmures entre dames, les plaintes feutrées, les noms lâchés comme des miettes. Dame Isabeau se tourne vers vous et dit « Ma sœur pense que je devrais me remarier. » Qu'en pensez-vous ? Vous inspirez doucement, sans lever les yeux, et vous répondez avec toute la diplomatie du monde. Les hivers sont plus longs à 2, mais les printemps peuvent être étouffants. Elle ne dit rien, mais elle sourit. Victoire, vous venez d'éviter un piège tout en lui montrant que vous comprenez les complexités de son monde. Et peut-être, juste peut-être, elle vous racontera plus de choses la prochaine fois. Les historiens s'interrogent toujours sur la marge de manœuvre réelle des femmes dans les couches sociales intermédiaires. Pouvaient-elles influencer des décisions, gérer discrètement des affaires ? Vous savez, oui. Pas ouvertement, mais à travers 1000 gestes invisibles. Un bouton recousu au bon moment. Une lettre remise sans que personne ne s'en rende compte. Une présence constante et discrète dans un coin de la pièce. Vous êtes la toile de fond du théâtre, mais vous en connaissez chaque ficelle. Parfois, vous rêvez de prendre la parole, d'entrer dans le salon et de dire quelque chose de fort, d'intelligent, d'éblouissant. Mais vous savez ce que cela coûterait. Alors vous chuchotez à la place, ou vous écrivez dans votre tête. Vous rédigez des discours silencieux que personne ne lira jamais, sauf vous. Et le soir, en vous allongeant sur votre paillasse, vous vous dites que naviguer ainsi, dans cet univers de faux semblants, de sourires pincés et de hiérarchie muette, c'est un exploit quotidien. Vous ne portez pas de couronne, mais vous régnez à votre façon. Il est tard, la maisonnée dort ou fait semblant. Vous êtes encore debout, penché sur un petit tas de feuilles séchées que vous avez soigneusement triées dans une vieille boîte à sucre. Des feuilles de plantain, de sauge, un peu de lavande, le tout enveloppé dans un tissu de lin si vieux qu'il pourrait presque vous raconter des secrets. Ce n'est pas la première fois que vous soignez quelqu'un. Ce n'est même pas rare. En fait, vous êtes peut-être celle qu'on appelle quand les bébés pleurent trop fort, que les douleurs de ventre deviennent inquiétantes, ou que le vieux monsieur, du bout du chemin, tousse comme s'il avait avalé un feu de bois. Mais vous ne le faites pas en plein jour. Pas avec assurance. Pas avec reconnaissance. Non. Vous le faites discrètement, car la frontière entre guérisseuse et sorcière est, comme dirait Margot, aussi mince qu'un fil de toile d'araignée trempé de pluie. Et vous êtes bien trop intelligente pour tenter le diable, même s'il ne s'invite jamais. Ce soir, vous préparez un cataplasme pour votre nièce, qui s'est brûlée avec une torche trop vive. Personne n'a voulu qu'elle aille voir le barbier. Il aurait sûrement proposé du vin bouillant et un saignement équilibrant. Vous avez préféré la mélisse, un peu de graisse de canard et une prière discrète. Est-ce que ça marche ? Vous n'avez jamais étudié à Salerne. Mais elle a cessé de pleurer. Et ça, c'est un bon début. Vous vous souvenez d'une fois où vous avez osé trop en montrer. Vous aviez découvert qu'un mélange d'argile et d'ortie réduisait l'inflammation. Ça avait tellement bien marché que tout le village voulait la pâte verte, et c'est là que c'est devenu dangereux.
Une autre femme a dit que vous deviez avoir fait un pacte. Et puis une chèvre est morte, à sans rapport évidemment, mais les regards se sont posés sur vous. Depuis, vous cachez vos mélanges dans un vieux pot de sel étiqueté « farine ». Les historiens ont du mal à trancher. Les femmes médicinales étaient-elles respectées, méprisées, redoutées? La réponse est toujours oui. Ça dépendait du jour, du résultat, de la lune, de l'humeur du curé. Vous savez qu'on aime vos talents, tant que vous ne les montrez pas trop. Et puis il y a ces moments étranges, entre 2 tasses de tisane, où une femme du village glisse une question, la voix basse. « Tu saurais arrêter les lunes ?» Vous savez ce qu'elle veut dire, ce qu'elle ne veut pas dire. Vous regardez autour, vous hochez la tête, et vous ne promettez rien. Juste un mot, camomille, et une marche lente, tous les jours. Est-ce que ça suffit? Pas toujours, mais ça donne l'impression qu'on peut faire quelque chose. Et parfois, ça suffit à alléger le fardeau. Une anecdote vous revient souvent. Une herboriste, dans un bourg voisin, avait guéri un cheval du seigneur local, juste avec de la lavande, du poivre et de la patience. Le cheval a galopé comme jamais. Mais au lieu d'être récompensée, elle a été accusée d'avoir ensorcelé la bête. La peur de ce qu'on ne comprend pas est plus forte que la reconnaissance. Toujours. Alors vous apprenez à effacer vos traces. Vous ne notez rien. Vous mémorisez. Vous mélangez vos plantes en plein jour, mais en les appelant autrement. Ceci, juste une infusion pour la digestion, même si vous savez que cela fait bien plus. Même si vous avez vu une femme se remettre sur pied en 3 jours avec ce digestif. Vous avez aussi appris à parler par allusion. Une tisane pour la fatigue peut signifier 1000 choses. Une belle plante pour l'éclat du teint peut soulager une fièvre cachée. Le langage des guérisseuses est fait de métaphores et de silences. Vous possédez une petite pierre lisse trouvée près de la rivière. Vous l'utilisez parfois comme outil, pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est familière, douce, et qu'en la tenant, vous vous sentez centré. Vous ne l'avez jamais montrée à personne. Elle dort sous votre paillasse, bien au chaud. Une fois, une vieille dame vous a raconté qu'elle gravait des symboles dans des noyaux de prunes pour les enfouir dans le sol. Des prières en secret. Vous avez essayé aussi. Ce n'est pas lisible, mais l'intention y est. Et peut-être que les noyaux comprennent mieux que les humains. Vous avez parfois peur, bien sûr. Un mot de travers, une guérison trop rapide, un regard de travers de la mauvaise personne. Et ça pourrait être la fin. On brûle rarement les femmes par ici, mais on les exile. Ou on les isole jusqu'à ce qu'elles se taisent pour de bon. Alors vous continuez à apprendre, mais sans en avoir l'air. Vous observez les plantes, les lunes, les visages. Vous testez doucement, discrètement. Vous soignez sans soigner. Et vous priez parfois, mais pas comme les autres. Vous priez les choses qui poussent, qui sentent bon, qui guérissent malgré tout. Et vous espérez, surtout, qu'on vous laissera tranquille, qu'on vous laissera être utile sans vous demander comment. Parce qu'après tout, n'est-ce pas ce que tout le monde veut? Vous sentez que c'est pour bientôt. Il y a cette lourdeur dans vos reins, cette tension dans le bas-ventre qui annonce que quelque chose s'apprête à basculer. Vous l'avez déjà vécu une fois, et une fois, c'est déjà trop. L'accouchement, dans votre monde, ce n'est pas un événement joyeux avec des ballons et des félicitations. C'est une épreuve, une frontière incertaine entre la vie et tout ce qui pourrait l'interrompre. Vous ne criez pas. Pas encore. Les douleurs viennent par vagues, et entre chaque vague, vous vous cramponnez au bord du lit en bois, la bouche pincée, le souffle court. La pièce sent la sueur, l'huile de genévrier et la peur. La sage-femme est là. Elle s'appelle Mathurine. Elle a aidé plus de femmes à accoucher que le prêtre a confessé. Elle parle peu, mais ses mains sont sûres. Vous lui faites confiance, à moitié. Parce qu'au fond, vous savez qu'elle ne peut pas tout. Que parfois, le destin est un âne têtu qui n'écoute personne, même pas les plus expérimentés. Elle commence à chanter, un air ancien, sans mots, juste une mélodie douce, répétitive, comme une berceuse pour calmer un orage. C'est une technique qu'elle a apprise de sa propre mère. Il paraît que le chant détourne l'esprit, qu'il fait oublier la douleur, ou du moins qu'il l'habille d'autre chose. Vous ne savez pas si c'est vrai. Mais vous vous accrochez à la mélodie comme à une corde. Les historiens débattent encore du rôle exact des sages-femmes dans les sociétés médiévales. Certaines étaient vénérées, d'autres craintes, parfois les deux. Certaines étaient accusées de sorcellerie à la moindre complication.
d'autres étaient payés en nœuds et en prières. Mathurine, elle, se contente d'un bol de soupe chaude et du silence, et d'un regard qui en dit long. Vous vous souvenez de votre premier enfant, un garçon, né au bout d'un travail interminable entre 2 chopes d'eau bouillie et une crise de panique silencieuse. Il n'a pas pleuré tout de suite, et pendant ces quelques secondes, vous avez cru mourir d'angoisse. Puis il a toussé. Et tout le monde a ri, sauf vous. Vous avez juste pleuré, sans bruit. Depuis, vous avez compris que chaque accouchement est un petit miracle, ou un petit massacre, selon le jour. Vous avez vu des voisines ne jamais se relever, d'autres perdre l'enfant, d'autres perdre la tête, et toujours, les jours suivants, il faut continuer. Il faut allaiter, nourrir, laver, sourire, comme si rien ne s'était passé, comme si la survie n'avait pas eu de prix. Aujourd'hui, vous essayez de penser à autre chose, à la robe que vous vouliez réparer, au pain à enfourner demain, à cette histoire drôle qu'on vous a racontée l'autre jour, une poule qui pond dans le panier d'un curé pendant l'office. Vous souriez, malgré la douleur. C'est ridicule, mais ça aide. Une anecdote vous revient. Une femme de votre village aurait accouché debout, accrochée à une poutre, pour faire descendre plus vite. Elle aurait crié un juron si terrible que même le prêtre présent aurait dû sortir. Depuis, on l'appelle celle qui fait accoucher les poutres. Vous ne savez pas si c'est vrai, mais vous espérez secrètement hériter de ce surnom. Mathurine vous tend une corde, vous la saisissez. Elle est attachée à un clou au plafond. Ce n'est pas la première fois que vous accouchez comme ça. Pas allongée, mais suspendue, pour aider, pour lutter contre la douleur, pour faire. Vous poussez, 1 fois, 2 fois, 1000 fois. Vous perdez le compte. Vous voyez des points danser devant vos yeux. Vous vous souvenez que vous avez oublié de ramasser le linge ce matin. Puis, soudain, un cri. Pas le vôtre. Un cri neuf, mouillé, fragile, présent. C'est une fille. Elle est posée contre votre poitrine, encore glissante, encore étrangère. Mais là, bien vivante. Et vous aussi, pour l'instant. Vous fermez les yeux. Vous vous souvenez de toutes les prières marmonnées à moitié, de toutes les herbes infusées, de toutes les nuits sans sommeil. Tout cela, pour ça, pour ce petit être chaud qui respire fort comme pour rattraper le temps perdu. La pièce est calme. Mathurine nettoie les linges. Vous la remerciez d'un regard. Elle répond d'un clin d'œil. Pas besoin de mots. Vous savez qu'à partir de demain, tout recommencera. Le linge, le feu, les repas, les soins. Avec un nourrisson en plus. Avec des pleurs nocturnes. Avec la peur que la fièvre ne vienne, que le lait ne monte pas, que le père s'en moque. Mais pour l'instant, vous êtes là, entière. Fatiguée, mais là. Vous repensez à ce que disait une vieille. Donner naissance, c'est comme faire sortir un orage de soie. Vous ne compreniez pas à l'époque. Maintenant, vous voyez bien. L'orage est passé. Et vous êtes encore debout, malgré le tonnerre. Et ce soir, vous dormirez avec le doux bruit de la respiration d'une toute petite tempête contre votre cœur. Le feu crépite doucement. Et pour une fois, vous n'êtes pas en train de l'attiser. Vous êtes assise. Pas par obligation, mais parce qu'il n'y a rien de plus pressant à faire, et que personne n'est là pour vous le faire remarquer. Vous avez l'impression étrange d'être devenu invisible. Et cette fois, ce n'est pas désagréable. Vieillir, ici, n'est pas une sortie de scène. C'est une transition en sourdine. Vous ne portez plus les mêmes couleurs, ni les mêmes corvées. On ne vous demande plus de monter au grenier, ni de porter les seaux trop lourds. On ne vous regarde plus de biais non plus. Et les hommes, ils vous voient à peine. Parfois, c'est un soulagement. Parfois, c'est comme disparaître un peu chaque jour. Votre reflet, quand vous le surprenez dans une bassine d'eau calme, ne vous surprend plus. Vous connaissez chaque ride, chaque tache sur votre peau. Vous n'êtes ni belle, ni laide, vous êtes là. Et ça suffit. Les enfants du village vous appellent tante, même quand vous n'êtes lié à personne. Les plus jeunes femmes vous consultent parfois à mi-voix, comme on interroge une oracle, pas sur des choses importantes, sur des levains capricieux, des boutons suspects, des maris trop bruyants. Et vous répondez avec un sourire en coin, en glissant toujours un petit conseil masqué, une herbe, un mot, un regard. Les historiens ont longtemps discuté du rôle des femmes âgées au Moyen Âge. Certaines disent qu'elles gagnaient du pouvoir à mesure qu'elles devenaient moins désirables, moins menaçantes.
D'autres soutiennent qu'elles étaient simplement tolérées, tant qu'elles restaient dans l'ombre. Vous ne cherchez pas à comprendre ce que vous êtes devenu. Vous vous contentez de respirer et de savourer le silence. Vous vous souvenez d'un temps où chaque mot, chaque geste devait être surveillé. Ce n'est plus aussi nécessaire. Vous pouvez hausser les épaules, froncer les sourcils, rire un peu trop fort. Personne ne vous corrigera. Vous n'êtes plus sur la scène, vous êtes dans les coulisses. Et parfois, c'est là que les décisions se prennent. Une anecdote tourne dans le village à propos d'une veuve nommée Mariette qui aurait organisé tout un réseau d'échanges de fromage contre des bobines de fil, des recettes contre du bois sec. Officiellement, elle tenait compagnie à ses voisines. Officieusement, c'était une chef de marché noir en jupon de laine. Vous ne savez pas si c'est vrai, mais chaque fois que vous échangez un peu de miel contre un pot de graisse, vous pensez à elle. Vous avez même commencé à écrire. Pas des livres, non. Juste des mots, des signes, des symboles. Sur des boules de bois, sur des tissus oubliés. Ce ne sont pas des journaux, ce sont des traces, des miettes que vous laissez derrière vous. Des preuves, peut-être, que vous avez existé autrement que comme la femme de, la mère de, la servante de. Un jour, un garçon du village vous a demandé « C'est vrai que t'as jamais quitté ce lieu ?» Vous avez souri. « Si. Dans ma tête. Partout. Souvent. » Il a fait une moue, pas convaincu. Mais vous saviez ce que vous vouliez dire. Vous avez vu des générations passer, des saisons défiler, des visages s'effacer. Et vous, toujours là, raccommodant le quotidien, ajustant les silences, collectant les petits riens qui font une vie. Et parfois, vous vous surprenez à parler seul, pas de manière inquiétante, plutôt comme une conversation avec ce que vous avez été. Vous vous racontez des blagues que vous n'avez jamais osé dire. Vous reprenez des refrains oubliés, vous murmurez le nom de votre première amie, celle qui vous a appris à tresser les cheveux et les mensonges. L'autre jour, vous avez même dansé un peu, seul dans la cour, à l'aube. Une espèce de pas maladroit entre le souvenir et l'élan. Personne ne vous a vu, du moins, vous l'espérez. Mais même si c'était le cas, qu'aurait-il dit ? La vieille danse ? Oui, la vieille danse. Et alors, vieillir ici, c'est redevenir un peu fille, pas dans le corps, bien sûr, mais dans la liberté. Vous n'avez plus d'attentes à remplir, plus de mariage à réussir, plus d'enfants à produire. Juste vous et cette drôle de légèreté dans les jambes. Une vieille amie vous a confié un jour « Vieillir, c'est devenir transparente. Mais parfois, on voit mieux à travers le verre. » Vous avez adoré cette image. Depuis, vous l'embrassez comme une devise. Et ce soir, en posant une bûche dans l'âtre, vous souriez à votre reflet flou dans le métal du chaudron. Ce n'est pas l'image d'une femme oubliée, c'est celle d'une survivante discrète, une stratège en robe de laine, et peut-être au fond d'une conteuse silencieuse. La nuit tombe doucement, comme un linge qu'on étend sur un fil invisible. Vous êtes seul, ou presque. Les bruits du village s'éteignent un à un. Une porte qui grince, un coq fatigué qui croit bon de saluer la lune, des sabots qui traînent sur les pierres humides. Et vous vous asseyez devant la fenêtre, les mains calmes, le regard flottant. C'est dans ces moments-là que vous vous raccrochez à vos petits rituels, pas les grands, pas ceux qu'on vous a imposés. Les vôtres, ceux qui ne servent à rien d'autre qu'à vous donner un peu de poids dans le silence. Vous tressez une cordelette avec des brins de lin trouvés au grenier. Vous chantez un air sans parole, né d'on ne sait où. Vous placez 3 galets sous votre paillasse, comme chaque soir. Un pour tenir bon, un pour ne pas oublier, un pour rien, peut-être. Les rituels, ce sont vos secrets de survie. Ce n'est pas qu'ils aient une fonction magique, ou peut-être que si, justement. Mais pas celle qu'on croit. Ils n'invoquent pas les saints, ils ne conjurent pas les démons. Ils vous rappellent simplement que vous êtes là, que vous avez été là, et que vous continuez à tenir. Les historiens ont tendance à chercher les grands gestes, les révoltes, les lois, les exploits. Mais vous, votre héroïsme est dans les détails, dans la constance, dans ce simple fait de vous lever chaque jour, d'observer, d'apprendre, de résister sans lever le ton, dans votre capacité à transformer un reste de soupe en fête, une parole en outil, une peur en stratégie. Vous avez vu d'autres femmes s'éteindre de l'intérieur, pas parce qu'elles étaient faibles, non, parce qu'elles n'avaient plus rien à quoi se raccrocher, rien de secret, rien de petit, rien d'à elles,
Alors vous avez compris que pour survivre, il vous fallait plus qu'un toit et du pain. Il vous fallait ces gestes minuscules qui échappent au registre. Tracer des cercles dans la poussière, réciter vos jours de la semaine à l'envers, ramasser des boutons sans raison. Une anecdote vous revient. Une femme, dans un village voisin, sculptait des visages dans des noyaux d'olive. On disait qu'elle les enterrait sous les seuils des maisons. Pourquoi ? On ne sait pas. Protection question marque moquerie, mémoire, peu importe. Vous avez trouvé ça magnifique. Elle aussi, elle avait compris. Ce soir, vous reprenez votre pierre lisse. Elle a chauffé doucement au creux de vos paumes. Elle ne dit rien, mais elle est là, comme vous. Comme ce petit monde que vous avez tissé jour après jour, sans demander de reconnaissance. Vous n'êtes pas une héroïne de légende. Vous êtes bien mieux que ça. Vous êtes vrai. Vous regardez la flamme de la lampe trembler légèrement. Vous savez que demain ressemblera à hier. Mais ça ne vous effraie plus, parce que vous avez appris à remplir les jours, même les plus vides, avec une sorte de dignité invisible. Vous avez appris à survivre, pas juste au froid, à la faim ou aux hommes, mais à l'oubli. Et c'est pour ça que vous tenez encore la corde du monde, à votre manière. Silencieuse, patiente, présente. Maintenant, la maison dort. Le vent a cessé de parler au volet, et même le grincement du bois semble retenu. Vous êtes allongé, le dos calé contre une couverture rêche et le souffle tranquille. Vos mains se reposent enfin, après des années d'aller-retour entre lessive, berceuse et battements de cœur. Le monde extérieur continue, bien sûr, avec son bruit, ses exigences, ses jugements, mais ici, dans cette pièce paisible, il n'a plus vraiment d'emprise. Ce qu'il reste, c'est vous. Vous et tous les gestes que vous avez posés sans bruit, chaque fil tissé, chaque mot retenu, chaque regard discret lancé au bon moment, tout cela demeure, suspendu dans la mémoire du quotidien, et peu importe si personne ne les écrit. Vous les portez en vous comme un manteau invisible, réchauffé par le souvenir. Alors maintenant, reposez-vous. Laissez vos paupières s'alourdir doucement, comme des rideaux tirés sur une scène bien jouée. Vous avez fait plus que survivre. Vous avez façonné un monde entier à votre mesure. Fermez les yeux. Vous êtes en sécurité. Tout va bien. Fin du script. Faites de beaux rêves.